Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une étude scientifique, assez pointue, je trouve, sur un sujet qui nous parle tous. La charge d'entraînement et la fatigue chez les jeunes footballeurs. Oui, une étude récente et intéressante. Tout à fait. Elle s'intitule, pour ceux qui voudraient la retrouver, The Impact of Weekly Acceleration and Deceleration Loads on Neuromuscular Performance in Soccer, a Session-to-Session Analysis. C'est ça, publié en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Les auteurs sont Botan, Anki Yang Hu et Yafei Yang. Voilà, et notre objectif, aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire la substantifique moelle de cette recherche, comprendre l'impact réel de ces fameuses accélérations et décélérations, des actions qu'on voit tout le temps sur un terrain. Omniprésente. Exactement. Comprendre leur impact sur la performance neuromusculaire et surtout voir comment cette fatigue, elle bouge, elle évolue au fil d'une semaine d'entraînement. C'est pertinent pour tous ceux qui s'intéressent à la science du sport, à l'entraînement des jeunes. Absolument. Préparateurs physiques, entraîneurs, même les joueurs curieux. Alors, justement, pour commencer, pourquoi se focus sur les accélérations et les décélérations? On sait que c'est important en match, mais à quel point? L'étude le rappelle bien, les chiffres sont assez frappants. Pour le foot masculin élite, on parle d'environ 0,7 à 1 accélération et décélération par minute pour chaque type d'action. Ah oui, quand même. Une par minute pour chaque... Effectivement, ça monte vite sur 90 minutes. Et ça représente quoi en termes de charge globale sur le joueur? C'est pas négligeable du tout. Les accélérations, ce serait entre 7 et 10% de la charge totale du joueur, ce qu'on mesure souvent avec le player load, vous savez. Oui. Et les décélérations, entre 5 et 7%. Donc, si on met les deux ensemble, on voit que ça pèse quand même pas mal dans le stress physique global. Et si on essaie de visualiser ça en distance cheminée, ça donne une idée? Alors, sur un match complet, on estime qu'un joueur parcourt environ 600 mètres en accélérant et, tenez-vous bien, presque 770 mètres en décélérant. Ah ouais, plus en décélération donc. Oui, bien sûr, ça va dépendre du poste, du style de jeu, mais c'est l'ordre de grandeur. Et un autre indice qui montre l'impact, c'est qu'on observe souvent une baisse de ces actions en fin de match. Signe de fatigue, j'imagine. C'est l'interprétation la plus courante, oui. Un signe de fatigue accumulée. D'accord. Et on sait que, physiologiquement, ça laisse des traces. Il y a des marqueurs objectifs. Oui, tout à fait. D'autres études avant celle-ci, l'article cite notamment Varley et ses collègues, ont montré des liens assez clairs entre le volume de ces actions et certains marqueurs de dommages musculaires. Comme la créatine kinase, ce genre de choses. Exactement, l'ACK. Ces niveaux augmentent après le match et peuvent rester hauts plusieurs jours. Et ça se voit aussi dans ce que les joueurs rapportent eux-mêmes, leur sensation de bien-être, de fatigue. Et l'étude dont on parle aujourd'hui, elle porte sur des jeunes, des U19. C'est la même histoire pour eux? La charge est comparable? C'est un point clé. Ces jeunes joueurs, en fait, ils peuvent encaisser un volume d'accélération et décélération qui est similaire, voire parfois même supérieur à celui des seniors, que ce soit en entraînement ou en match. Ah oui, d'accord. Donc, comprendre comment ces charges spécifiques les affectent eux, c'est crucial pour leur développement à long terme et bien sûr pour éviter les blessures. Pour bien comprendre pourquoi c'est si exigeant, peut-être un petit point rapide sur la biomécanique. C'est quoi la différence pour les muscles entre pousser, pour accélérer, et freiner, pour décélérer? Oui, c'est fondamental pour saisir l'enjeu. Quand on accélère, les muscles travaillent principalement en mode concentrique, c'est-à-dire qu'ils se raccourcissent pour produire la force qui nous propulse. C'est intense, bien sûr, mais c'est un type de contraction. Et la décélération, alors? C'est juste l'inverse. Le muscle s'étire. C'est plus complexe que ça. Pour freiner, pour absorber l'énergie du mouvement, les muscles travaillent surtout en excentrique. Là, ils résistent à l'étirement, ils s'allongent tout en étant sous tension. C'est un effort très très intense. C'est ça le fameux travail excentrique dont on entend souvent parler, mais étant plus cassant pour le muscle. Exactement. Il est réputé pour induire plus de microdommages aux fibres musculaires. L'article mentionne même un chiffre assez parlant. La tension musculaire par mètre peut être jusqu'à 65% plus élevée en décélération qu'en accélération. 65%. Ah oui, d'accord. Cette grosse charge excentrique, c'est un déclencheur connu de microlésions tissulaires. Microlésions, ça explique les courbatures qu'on ressent le lendemain ou le surlendemain. Précisément.
C'est directement lié à la fatigue musculaire, à ces fameuses courbatures d'apparition retardée, les DOMS comme on dit en anglais, et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est lié à une baisse de la capacité du muscle à produire de la force. Et voilà pourquoi l'étude a mesuré cette capacité de production de force. Comment ils y sont pris concrètement? Ils ont utilisé des tests assez classiques, mais très pertinents dans ce contexte. Premièrement, le saut vertical avec contre-mouvement, le CMG. Le compteur Movement Jump, oui. C'est ça. Il évalue bien la capacité des jambes à utiliser le cycle étirement-détente, cette capacité à stocker et restituer l'énergie élastique. Et ça, c'est très sensible à la fatigue, notamment celle induite par l'effort excentrique. D'accord. Et le deuxième test? La force isométrique des ischio-jambiers mesurée avec un dynamomètre spécifique. Là, on mesure la force maximale que ces muscles peuvent développer sans mouvement. Les ischios sont cruciaux pour sprinter, mais aussi énormément pour freiner, donc pour décélérer. Donc CMJ et force des ischios, deux bons indicateurs de l'état du système neuromusculaire. Voilà. Ça donne une image assez fiable de l'état fonctionnel, de la fraîcheur musculaire, disons. Ok. Donc on a ces actions accélération et décélération qui sont fréquentes, très exigeantes pour les muscles, surtout les décélérations, et qui peuvent réduire la performance. Maintenant, comment ça s'intègre dans une semaine type d'entraînement, ce qu'on appelle un microcycle? Ah, la structure de la semaine, c'est la clé de voûte. Les entraîneurs ne font pas la même chose tous les jours, évidemment. Ils modulent la charge. Logique. En général, on place les séances les plus intenses physiquement, celles qui vont générer beaucoup d'accélération et de décélération, typiquement via des jeux réduits, du travail athlétique, plutôt en début ou milieu de semaine. Disons J4 ou J3 avant le match du week-end. J4, J3, donc mardi, mercredi, si on joue le samedi, et après on lève le pied à l'approche du match. C'est le principe de l'affûtage, le tapering. Les séances de J2 et J1, donc jeudi et vendredi, sont normalement plus légères. On va faire plus de tactique, de coups de pied arrêtés ou juste une petite séance d'activation pour garder le jus. L'idée, c'est de laisser le corps récupérer. L'étude mentionne d'ailleurs d'autres travaux qui confirment ça, non? Comme ceux d'Akenhard. Oui, exactement. Akenhead et ses collaborateurs en 2016 ont montré que les distances parcourues en hack-deck sont bien plus élevées à J4 et qu'elles chutent ensuite à J2 et J1. Ça reflète cette stratégie de gestion de la fatigue. Et c'est là que l'étude de Tan, Shui et Zheng intervient. Ils ont vu un manque, quelque chose qui n'avait pas été exploré en détail. C'est ça. Leur point de départ, c'était de dire « Ok, on sait tout ça en général, mais on a peu de recherches qui ont vraiment regardé le lien direct et surtout quotidien entre la charge spécifique d'ACDEC d'une séance, genre combien exactement on en a fait aujourd'hui, et l'évolution immédiate de la performance neuromusculaire objective, le CMJ, la force des ischios, juste après cette séance. Et ça, jour après jour. Ah, je vois la nuance. La question, c'était un peu, si je fais 50 décélérations de plus le mardi, est-ce que mon saut baisse plus juste après l'entraînement du mardi ou le mercredi matin de manière directement proportionnelle? C'est exactement la question. L'objectif principal, c'était vraiment d'analyser cette association charge d'ACDEC de la séance versus la variation de performance, CMJ, force HS et de courbature, DOMS, juste après. Et en objectif secondaire, ils voulaient voir comment cette fatigue aiguë variait selon les jours et comment les charges d'ACDEC évoluaient. Intéressant. Et pour répondre à ça, comment ils ont procédé? Quelle méthodologie? Alors, ils ont suivi 39 jeunes footballeurs masculins, des U19, de niveau régional, sur 2 semaines d'entraînement consécutives. Point important, la structure d'entraînement était la même pour les 2 semaines pour la fiabilité. Et pour les mesures? GPS pour la charge, j'imagine? Oui, chaque joueur portait un capteur GPS à chaque entraînement pour compter précisément le nombre d'accélérations et de décélérations. Et pour la performance, c'était test avant et après chaque séance, 5 jours par semaine. Avant et après chaque entraînement. Waouh, c'est rigoureux! Très rigoureux. Test de CMJ sur une plateforme de contact et force isométrique des ischios sur un banc spécifique. 2 essais max à chaque fois, avant l'entraînement, environ 30 minutes avant, et après, environ 15 minutes après. Et les courbatures? Pour ça, c'était un questionnaire subjectif, une échelle de 0 à 6, que les joueurs remplissaient chaque matin avant l'entraînement, pour évaluer leurs DOMS. Et la structure de la semaine dans leur étude, elle collait à ce schéma classique dont on parlait. Intense en milieu, léger en fin de séance. Tout à fait. C'était ce modèle. J5, lundi, plutôt récup technique. J4 et J3, mardi, mercredi, les gros jours de charge avec jeu réduit, travail physique. J2, jeudi, plus tactique. Et J1, vendredi, une séance d'activation pré-match.
Parfait, le cadre est bien posé. Alors, allons-y pour les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur l'évolution de la performance, le CMJ et la force des ischios au fil de la semaine? Alors, premier point, assez attendu. La performance baisse significativement après chaque entraînement. Tous les jours. Logique, l'entraînement fatigue. Oui, ça c'est la fatigue aiguë. P.001 pour les deux mesures. Mais ce qui est plus révélateur, c'est l'évolution de la performance mesurée avant l'entraînement, le matin. Comment elle évolue cette performance de base au fil des jours? Eh bien, elle a tendance à diminuer progressivement entre le début de semaine et le milieu. Le niveau de performance pré-entraînement le plus bas est observé le matin de J4, mardi. C'est là que les joueurs arrivent, disons, le moins frais. D'accord. Et la fatigue générée par la séance elle-même, la baisse entre avant et après, elle était plus forte certains jours que d'autres? Oui, les plus grosses chutes de performance post-entraînement, ils les ont mesurées à J4, mardi, et aussi à J5, lundi. La baisse moyenne était autour de 7,8% à 7,9% pour le CMJ et la force HS ces jours-là. Donc J4 et J5, les jours où la charge deck était la plus élevée, si je suis bien. De J5 par rapport à J4. Correction. Je me passe sur la outline fournie qui indiquait J4 le plus bas avant entraînement, mais un rebond à J5 par rapport à J4, tout en restant inférieur à J1. Et les plus fortes baisses post-entraînement à J4 et J5. Donc oui, la perf pré-entraînement est au plus bas à J4. Mais ils ont vu un petit rebond le matin de J5 comparé à J4. Toujours moins bon qu'en début de semaine à J1, mais un peu mieux qu'à J4. Et les plus grosses baisses après la séance étaient bien à J4 et J5. D'accord, c'est noté. Et les courbatures, les fameux DOMS, le ressenti des joueurs, il culminait quand? Là, c'est très net. Le pic de douleur subjectif, c'était le matin de J3, mercredi. Les scores étaient significativement plus hauts ce jour-là que tous les autres jours. Intéressant ce décalage. La douleur ressentie est maximale à J3, mais la performance objective mesurée avant l'entraînement est au plus bas à J4. Exactement. Ça montre bien que le ressenti subjectif et la mesure objective de la fonction musculaire ne sont pas toujours parfaitement alignés dans le temps. Passons à la charge d'entraînement elle-même. Est-ce que le nombre d'ABDC a bien varié comme on s'y attendait au fil de la semaine? Oui, ça correspondait bien à la périodisation classique. Le nombre le plus élevé d'accélération et de décélération, c'était pendant les séances de J4 mardi et J5 lundi. Clairement. Significativement plus que les autres jours. Oui, significativement plus que J-1, J2 et J3, P0.001. Ça confirme que la charge mécanique liée à ces actions était bien concentrée sur ces jours de début-milieu de semaine. Et il y avait une petite nuance pour le J-1, la veille de match. Oui, une petite surprise peut-être. Le nombre d'accélérations à J-1 était un peu plus élevé qu'à J2, le jeudi. Pourquoi? Les auteurs suggèrent que c'est peut-être dû aux exercices d'activation qu'on fait souvent le J-1. Des petites séquences explosives, des démarrages courts. Ça peut générer pas mal d'accélération, même si la séance globale est légère. Alors que J2 était sans doute plus axé tactique, avec moins d'intensité de ce type. Ok, logique. On arrive maintenant au point crucial, le cœur de l'étude. Est-ce qu'il y a un lien, une corrélation, entre cette charge quotidienne d'Accedec et la baisse de performance juste après la séance? Et c'est là qu'arrive le résultat le plus surprenant, ou en tout cas le plus marquant de cette étude. La réponse est non. Non. Aucune corrélation significative. Aucune corrélation statistiquement significative n'a été trouvée entre le nombre d'AXAC ou de DSAC d'une séance donnée et la variation de performance, la différence pré-post, en CMJ ou en force isométrique des ischios. Et ça, pour aucun jour de la semaine. Attends, même pas une petite tendance? Rien du tout? Alors, pour être tout à fait précis, il y a une nuance. À J5, lundi, ils ont observé ce qu'on appelle une tendance vers une corrélation négative modérée. Les coefficients étaient autour de moins 0,3. Ce qui voudrait dire? Ça suggère qu'il pourrait y avoir une petite association ce jour-là, plus d'AXAC DSAC pour être lié à une plus grande baisse de performance. Mais, et c'est le point important, cette tendance n'a pas atteint le seuil de significativité statistique. 0,05 et 0,09. Donc, d'un point de vue statistique strict, on ne peut pas affirmer qu'il y a un lien direct et significatif, même pour J5. D'accord. Donc en gros, faire plus ou moins d'Accel-Deck un jour donné ne permet pas de prédire si on va perdre plus ou moins de détente ou de force juste après cet entraînement spécifique. C'est ça l'idée. C'est exactement ça qui ressort des analyses statistiques. Mais alors,
C'est quand même hyper contre-intuitif, non? Après tout ce qu'on a dit sur l'exigence biomécanique et micro-lésions, surtout avec les décélérations, comment on explique cette absence de lien direct? C'est la grande question soulevée par l'étude. Et les auteurs proposent plusieurs pistes d'explication, plusieurs hypothèses. Premièrement, et c'est sans doute majeur, les ACDEC, ce n'est qu'une partie de la charge totale. Bien sûr, il y a la distance totale, les sprints, les impacts. Voilà. Tout ça contribue à la fatigue globale. Donc, isoler uniquement le nombre d'AC d'extraits, ça ne raconte peut-être pas toute l'histoire de la fatigue générée par la séance. Deuxième piste. L'idée d'un effet de seuil. Peut-être que le système neuromusculaire est capable d'encaisser une certaine quantité d'AC d'extraits sans montrer une baisse de performance immédiate qui soit directement proportionnelle à ce nombre. Il faudrait dépasser un certain seuil pour voir ce lien direct apparaître. Possible. Troisièmement, il ne faut pas oublier les autres mécanismes de fatigue qui jouent en même temps. La fatigue métabolique, l'épuisement des réserves d'énergie, l'accumulation de certains déchets, et aussi la fatigue du système nerveux central. La commande du cerveau qui devient moins efficace. Et les tests comme le CMJ, ils sont sensibles à tout ça? Pas juste aux AC d'extraits? Exactement. Ils reflètent l'état global du système, pas seulement les microdommages liés spécifiquement aux ADC de la séance. Et il y a aussi cette idée d'effet cumulatif ou retardé qui pourrait jouer un rôle important, non? Absolument. C'est une hypothèse très plausible. La fatigue qu'on mesure, surtout cette baisse de performance avant l'entraînement en milieu de semaine, le fameux J4, elle est sans doute beaucoup plus le résultat de l'accumulation du stress sur plusieurs jours que l'impact isolé de la séance de la veille. Le corps n'a pas eu le temps de récupérer complètement. C'est ça. On sait bien que les processus inflammatoires, la réparation des micro-lésions après un gros effort excentrique, ça prend du temps. Souvent, le pic des marqueurs de dommages ou des courbatures, c'est 24, 48, voire 72 heures après. Ce qui expliquerait bien le décalage qu'on a vu, pic de courbature ressenti à J3, mais performance objective la plus basse mesurée avant l'entraînement à J4. Tout à fait. La performance d'un jour J pourrait être plus influencée par la charge cumulée des jours J-1, J2, peut-être même J3, que par la seule charge de la séance de J0. C'est une vision plus globale de la fatigue en somme. Exactement. Moins une relation cause-effet immédiate séance par séance, et plus un phénomène cumulatif au fil du microcycle. L'étude, comme toute bonne étude, pointe aussi ses propres limites. C'est important de les avoir en tête. Oui, bien sûr. Les auteurs sont transparents là-dessus. Déjà, l'échantillon, ce sont des U19 masculins de niveau régional, donc attention à ne pas généraliser trop vite à d'autres populations, les filles, les pros, d'autres âges. C'est ce qu'on appelle un échantillon de convenance aussi, je crois. C'est ça. Et puis, l'étude n'a duré que 2 semaines. C'est court pour observer des effets à plus long terme. Il note aussi que faire seulement 2 essais pour les tests CMG et force HS, même si c'est courant, ça peut introduire une petite variabilité. Et enfin, le focus était vraiment mis sur les ACDEC comme mesure de charge, en laissant un peu de côté d'autres métriques. Ok, mais malgré ces limites, qu'est-ce qu'on retient pour le terrain? Pour les entraîneurs, les prépas physiques, quelles implications pratiques? Il y a plusieurs choses, je pense. D'abord, ça confirme, si besoin était, l'importance cruciale de bien structurer la charge sur la semaine. Le milieu de semaine, J4 et J5 dans leur modèle, ça ressort vraiment comme la période où la fatigue neuromusculaire objective est à son maximum. Donc, la gestion de la charge ces jours-là est vraiment clé. Oui, c'est probablement là que se joue une partie importante de l'équilibre entre stimuler l'adaptation et éviter le surentraînement. Ensuite, ça souligne indirectement l'importance d'une vraie phase d'affûtage, de tapering, avant le match. On voit que la performance a tendance à remonter en fin de semaine quand la charge diminue. Il faut laisser ce temps de régénération. Et surtout, le gros message qui découle de leurs résultats sur les corrélations, c'est peut-être qu'il faut se méfier de l'interprétation simpliste des chiffres d'ACDEC au jour le jour. C'est exactement ça. Se contenter de compter les ACDEC d'une seule séance ne semble pas suffisant pour prédire la fatigue aiguë ou la baisse de performance juste après. Ça invite à la prudence sur l'utilisation de ces seules métriques pour ajuster la charge de manière très réactive, séance par séance. Il faut donc une approche plus globale du monitoring. Ça suggère qu'il faut regarder la charge cumulative sur plusieurs jours et sans doute intégrer d'autres indicateurs, la distance totale, la course à haute intensité bien sûr, mais aussi le RPE, la perception de l'effort par le joueur, son ressenti subjectif de bien-être. Avoir une vision plus large. Donc,
Le nombre d'ACADEC reste une info utile sur le type de stress imposé, mécanique, excentrique, mais pas un prédicteur direct de la fatigue immédiate post-séance. C'est ce que cette étude suggère fortement, oui. Bon, si on devait résumer en une phrase ou deux cette analyse, on dirait quoi? On pourrait dire que oui, les accélérations et décélérations contribuent bien à la fatigue des jeunes footballeurs au fil de la semaine, avec une baisse de performance mesurable en milieu de semaine. Mais, et c'est le mais important, le nombre précis de ces actions dans une seule séance ne prédit pas directement la chute de performance juste après. La fatigue serait donc plutôt un phénomène cumulatif, lié à la charge globale sur plusieurs jours et à la façon dont la semaine est conçue. C'est ça. L'architecture du microcycle semble plus déterminante que la seule composition d'une séance isolée pour expliquer la fatigue mesurée immédiatement après. Et pour ouvrir un peu la discussion, une piste pour le futur. Les auteurs eux-mêmes le suggèrent, et ça me semble très pertinent. Il faudrait aller vers une vision encore plus intégrée pour comprendre la fatigue et surtout ses variations entre individus. C'est-à-dire? Combiner les données de charge externes, GPS, distance, vitesse, axe-deck, les réponses internes, fréquence cardiaque, RPE, tests neuromusculaires comme ici, mais aussi peut-être intégrer des facteurs contextuels, le stress scolaire par exemple, la qualité du sommeil, tout ce qui influence l'état global du joueur. Une approche holistique en quelque sorte. Voilà. C'est sans doute là que se trouve l'avenir pour un suivi vraiment individualisé et efficace de la charge et de la récupération. Très clair. Pour celles et ceux qui voudraient aller lire l'étude dans le détail, on rappelle les références. The Impact of Weekly Acceleration and Deceleration Loads on Neuromuscular Performance in Soccer, a Session-to-Session Analysis. Les auteurs sont Botan, Anqiang Hu et Yafei Zhang. C'est paru dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Une lecture intéressante pour approfondir ? Absolument. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses et discussions sur des sujets qui, on l'espère, vous passionnent autant que nous. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.